Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui nourrit un projet. Faire d'Haïti 27 750 km² de lecteurs, d'Haïtiens intéressés par les choses de l'esprit, d'Haïtiens portés par le savoir, par l'amour de l'autre. C'est ce qu'un livre nous apprend à faire, mesdames et messieurs, à donner à l'autre des poignées d'amour. Bienvenue à cette émission où aujourd'hui nous allons explorer plein de quartiers de Port-au-Prince. Nous allons, avec mon invité, faire une grande photo de certaines réalités qui malheureusement perdurent actuellement en Haïti. Mais le squelette de la chose avant tout, voici mesdames et messieurs la rubrique Temps Poème. Dans la rubrique Temps Poème aujourd'hui, nous allons au Sénégal, mesdames et messieurs. Léopold Sédar Senghor, grammairien de son État, académicien, homme politique de son État. Talette sur le drap, écrit-il. Talette sur le drap, sous la lampe odorante, bleue comme la chemise neuve que lisse le jeune homme en chantonnant. Comme le ciel et la mer et mon rêve, ta lettre. Et la mer a son sel. Et l'air, le lait, le pain, le riz, je dis son sel. La vie contient sa sève et la terre son sens, le sens de Dieu et son mouvement. La lettre sans quoi la vie ne serait pas vie. Tes lèvres, mon sel, mon soleil, mon air frais et ma neige. Léopold Sédar Senghor, mesdames et messieurs, que je vous invite à lire, à relire. Et justement, il y a un lien presque direct entre des moments forts de ce poème et le roman qui va nous occuper aujourd'hui. La vie contient sa sève. Nous allons dans cette émission explorer qu'est-ce qui constitue la sève de beaucoup de quartiers en Haïti qui sont considérés comme des quartiers précaires, défavorisés, populeux et tout ce que vous voulez. Mesdames et messieurs, Dieu sera aussi avec nous parce qu'il est rempli de villages, Dieu nous semble-t-il. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui sur ce plateau, non sans plaisir, l'actuel ministre de la Culture qui est une habituée de cette émission, Patrick Moussiak, qui est fou amoureux de cette dame quand je la reçois sur ce plateau, les villages de Dieu. Un livre qui a été salué par la critique internationale, un livre qui a été salué en Haïti, un livre choc, un livre photo saisissante pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les corridors des quartiers difficiles en Haïti. Mesdames et messieurs, respirez. Emily Prophète Milsé débarque. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Il y en a qui ne partiront jamais.
Ils n'y ont même jamais pensé. Non que la vie fût belle par ici, non qu'ils n'eussent pas conscience que la mort les talonnait, mais ils n'avaient pas les moyens d'un autre lieu, d'une autre portion de ciel qui serait différente de celle-là. Bethléem, source bénie, n'avait pas de malheur différent ou de bonheur possible. Il y en avait aussi qui ne pouvaient installer leur domination que dans l'un de ces lieux abandonnés où les âmes erraient douloureusement, désespérément, demandant à être prises, gardées pour créer l'illusion d'exister. Emily Prophète, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un privilège et un cadeau même. C'est mon 4e passage sur le plateau des Livrez-vous en studio Intramuros. Et en vous écoutant lire cet extrait de Les Villages de Dieu, je me demandais, très modestement, je suis quelqu'un de modeste qui a beaucoup de pudeur aussi, est-ce que j'aurais beaucoup écrit ces dernières années? Mais Les Villages de Dieu, beaucoup se seraient attendus à un titre plus évident, plus immédiat. Beaucoup auraient tendance à singulariser le titre, genre Le Village de Dieu. Pourquoi Les Villages de Dieu et non Le Village de Dieu? C'est une métaphore, les villages de Dieu, tout simplement parce que les lieux dont je parle, les cités, les ghettos, on peut les appeler de différentes manières, portent souvent des noms qui ont rapport avec la Bible. Et là, il y a Canaan à la sortie nord du pays, il y a la cité de Dieu, et voilà, donc il y a beaucoup de présence divine, beaucoup de présence de la religion, des cultes réformés dans ces quartiers précaires, dans ces quartiers difficiles, et les petites églises qui sont faites à la hâte, dans des maisons, voilà, et voilà, ce sont les seuls lieux de socialisation qui se trouvent dans ces villages, ces cités, ces ghettos. Donc, et voilà, la métaphore, elle était toute trouvée pour moi, les villages de Dieu. Il y a malheureusement beaucoup de gangs qui habitent ces quartiers précaires, ces quartiers difficiles. Il y a aussi des civils, des gens qui ne sont pas du tout dans des histoires de banditisme et tout. Mais là, sur l'extrait que je viens de lire, il y en a qui ne partiront jamais, malgré la dégradation des conditions sécuritaires. Il y a des gens qui restent quand même exposés à la mort comme ça. Est-ce que tu penses, Emily, je te tutoie. Mais je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu penses que habiter dans un quartier précaire, criminogène, développe presque un appétit pour la mort? Je ne le dirais pas comme ça. En fait, pour partir, pour se déplacer d'un lieu à un autre, il faut disposer de certains moyens pour pouvoir s'accommoder ailleurs, trouver une maison où habiter, parce qu'il y a des gens qui habitent dans ces quartiers difficiles, mais qui y ont leur maison. Et nous sommes des êtres humains, nous savons comment la maison, peu importe la manière dont elle est implantée, est imprégnée de nos souvenirs, nous sommes attachés au lieu, voilà, c'est tout nous-mêmes. Quand on laisse une maison, souvent c'est toute une vie que l'on laisse, surtout si l'on y est obligé. Donc voilà, il y en a qui ne vont pas partir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'un autre lieu ou tout simplement parce qu'ils n'en ont pas envie. Comme il y a eu beaucoup de départs d'Haïti ces dernières années, mais il y a des gens qui auraient pu partir, mais qui sont restés, tout simplement par une forme de paresse, se dire où est-ce que je vais pouvoir aller, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aux États-Unis, au Chili, ou tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a plus d'Eldorado dans le monde. Ouais. Il n'y a plus d'Eldorado. Et là, ça nous permet de voir le profil de Cécé. Ce roman est d'abord le roman de Cécé. Cécé a eu l'occasion de partir. Cécé a un rapport particulier, on va dire, pour commencer avec un homme, Carlos, qui est très épris d'elle. Mais Cécé estime que ce monsieur s'est trompé d'histoire d'amour. Il s'est trompé d'histoire d'amour parce que Cécé, c'était pas le but pour elle quand elle a rencontré Carlos. Et là, elle est comme elle est. Cécé, c'est une féministe. Cécé, c'est une personne extrêmement lucide. Et le féminisme de Cécé est d'autant plus intéressant qu'elle n'a pas ce terme-là, qu'elle n'a pas ce concept-là dans sa vie de féminisme. C'est juste qu'elle est vivante et qu'elle comprend
elle sait et elle surplombe tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc voilà, c'est cette personne extrêmement lucide qui regarde, qui comprend, qui analyse très froidement. Donc c'est cette fille des villes, cette fille des quartiers populaires. Et voilà, ce personnage, il y en a tellement aujourd'hui des CC. Cette jeune femme qui regarde ce pays, qui analyse ce pays et au travers duquel passe aussi ce pays. Quand on écoute les réflexions de CC, quand on voit CC marcher dans la cité de la puissance divine, qui est un des villages de Dieu, voilà, on sent quelque chose et on est obligé de se poser des questions sur ce qui se passe et surtout sur ce qu'on a raté. Qu'est-ce qu'on a raté? Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? À quel moment c'est arrivé? Et pourtant, il y a plein de CC, il y a des Carlos, il y a... et voilà, je te laisse le privilège de parler des autres personnages. Il y a aussi des Fredo, on va les saisir comme ça. Mais j'ai l'impression que CC ne s'est pas beaucoup aimé. Pour moi, c'est un personnage qui a choisi les gens qu'elle va aimer. Et elle ne veut pas aimer beaucoup de gens. Elle aime sa grand-mère, elle aime Fredo, son oncle. Après, j'ai l'impression qu'elle ne s'aime même pas trop elle-même. Voilà, CC est dans une forme d'indifférence, on va dire. Voilà, toute l'histoire passe à travers elle. Absolument. Et elle est ce miroir qui montre tout. Mais qui montre tout, mais il n'y a pas réellement d'émotion. Ouais. Et je comprends très bien quand on dit qu'il n'y a pas de pathos. C'est-à-dire, on ne s'épanche pas sur la vie de CC. Elle est pauvre, elle est dans un quartier défavorisé, un quartier gangréné par la violence, et il y a les autres quartiers autour, les autres villages de Dieu, que CC connaît, qu'elle peut comparer à la cité de la puissance divine. Elle connaît des gens, elle a vécu une histoire, déjà son entrée à l'école, la manière dont elle naît, sa maman qu'elle n'a pas connue, qui très tôt est morte du sida. Et voilà, elle a grandi avec sa grand-mère. Elle a vu la misère dans laquelle sa grand-mère a évolué, comment elle a pu aller à l'école. Elle regarde les gens avec leurs vices, mais aussi leur façon d'être utile, leur façon de faire bouger ces cités qui ne figurent finalement sur aucune carte, puisqu'on ne les connaît pas. Il n'existe pas de service public dans ces cités. Donc voilà, elle est dans ce qu'on appelle un grand quartier de non-droit, là où la République s'arrête, où il y a des jeunes gens qui naissent, qui décèdent. Donc il y en a tellement, ça ne fait rien. Et voilà, et finalement, ces jeunes gens ont fini par parler d'eux parce qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent, c'est-à-dire des gens extrêmement violents qui peuvent dicter leurs lois, non seulement à ceux qui vivent dans ces mêmes villages, mais à la République. Tiens. Ouais, et ça, c'est tellement dommage. Mais ce que j'ai compris aussi en lisant ce roman, très cher Emily, dans ces bidonvilles, tous les habitants ne deviennent pas des bandits. Alors qu'ils sont tous exposés à la même vache enragée, ils sont tous dans la misère. Moi, j'ai compris, au risque de surinterpréter, n'est pas bandit qui veut l'être. Est-ce qu'il y aurait un certain déterminisme à la limite? Pourquoi tous ces habitants sont exposés à la misère, seulement certains d'entre eux deviennent des criminels et des bandits? Mais la plupart d'entre eux sont des gens très très bien. Ce sont des gens qui prient dans ce village de Dieu, qui vont à l'église, qui socialisent à l'église, qui ont des projets, qui rêvent, qui ont des gens qui sont à l'étranger, de qui ils attendent une subside quelconque. Donc ils sont là, ils espèrent que quelque chose va changer. Et il y a des bandits, des jeunes gens à qui on a donné des armes et qui instaurent, on va dire, des formes de gouvernement dans ces cités-là. C'est-à-dire, ils prélèvent des taxes, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils assassinent, ils s'entretuent, ils se combattent aussi parce qu'il y a divers gangs, il y a divers quartiers. En fait, je n'ai rien inventé. Comme a dit Dany Laferrière, j'ai juste installé mon laboratoire dans cette cité qui s'appelle la cité de la puissance divine, qui est un lieu imaginaire, inspiré de lieux qui existent, de lieux
au pluriel qui existe, qui s'appelle Tibois, qui s'appelle Grand Ravine, qui s'appelle le village de Dieu. Donc, inspiré d'une réalité, et une réalité que nous connaissons tous depuis des années. Et voilà, et le livre m'est arrivé comme ça. Ça a été pour moi de grands moments de jubilation en l'écrivant, puisque j'ai cumulé beaucoup d'informations sur ce qui se passait dans ces cités, parce que j'essayais de comprendre comment des jeunes gens qui sont nés ici, dans le même pays que moi. Nous sommes vraiment à quelques mètres, quelques kilomètres les uns des autres. Et toi aussi, D'Angelo, tu habites cette ville. Ouais. Ici, nous sommes à Radio Caraïbe. On pourrait marcher à pied et arriver au bicentenaire. Ouais, c'est pas loin, c'est à côté. Voilà, ce serait une promenade très, très agréable d'ailleurs en d'autres moments, dans d'autres circonstances. Et bizarrement, ces jeunes-là deviennent des criminels, deviennent voilà, des gens qui n'ont aucune voilà, sans foi ni loi, comme on dit, et qui font des enlèvements, qui violent, qui tuent, qui tirent pour le plaisir. Voilà, donc voilà, c'est cela qu'il nous fallait comprendre. Comment ça a pu arriver là? Donc il faut que je vais un petit peu commencer par le commencement. Absolument. Pour dire que cette histoire, l'idée de cette histoire m'est venue quelque part en 2014, alors que j'écoutais la radio, et ce fait divers allait donner lieu à un article dans le journal Le Nouvelliste signé de Robinson Giffard, un certain Tikinken qui a été assassiné par ces hommes. Et ces hommes-là étaient interrogés par un journaliste, et il racontait de manière très décomplexée, très naturellement, comment ils en étaient arrivés à assassiner Tikinken. Donc voilà, ils ne partageaient pas bien les butins des enlèvements, des crimes. Ils donnaient plus à manger à ces chiens qu'à ces hommes. Ils se permettaient de coucher avec les petites amies de ces hommes-là. Même la bière n'était pas très bien partagée. Et le jeune homme, qui est quelqu'un comme toi, comme moi, qui est né dans cette ville à cette époque, expliquait comment ils avaient tiré sur Tikinken, et par terre, ils gigotaient et ils continuaient à tirer. Voilà. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible que des choses pareilles arrivent et qu'on puisse les raconter? Voilà, pour moi, le tout était dans la manière de raconter tout cela. Voilà, tout naturellement. Voilà, on l'a tué. On l'a tué. Parce que bon, il y avait un problème de dispatching. Voilà. Et là, je me suis mise à écouter, parce que l'écriture, quand même, c'est un métier des cinq sens. Je me suis mise à écouter, voilà, à regarder d'un peu plus près. Et à cette époque-là, on pouvait circuler plus facilement. Et quand j'allais en province, dans le sud, je regardais autour de moi ce délabrement physique du bas de la ville, et aussi ces jeunes gens, et j'ai senti l'histoire entrer en moi. Et un jour, Cécé a débarqué. Cécé a débarqué, mais elle est flamboyante. Voilà, et comme déjà, Flaubert, elle s'appelle Cécé la Flamme. Cécé la Flamme. Et son nom, c'est Célia, on l'appelle Cécé. Et comme Flaubert avait dit en parlant de Madame Bovary, Madame Bovary, c'est moi. Mais Cécé, je veux bien le croire, c'est un peu moi aussi. Voilà, c'est cette jeune femme totalement dans son temps et dans cette souffrance qu'elle gère, et elle regarde et elle nous offre. Voilà ce qui se passe. Et il y a beaucoup de CC. Oui, il y a beaucoup de CC dans ces quartiers difficiles. Mais Emily, est-ce que ce roman dit également, lorsqu'on rentre dans le milieu de la pègre, on a signé son arrêt de mort? Parce que les bandits décèdent un après un dans ce roman. Ils se font manger entre eux. Là, dans les gangs, il n'y a pas d'élection. Voilà, le poste de ça, j'adore. Dans les gangs, il n'y a pas d'élection. Tu es chef de gang, c'est ton adjoint qui t'assassine. Voilà, le chef de gang, le poste de chef de gang est très convoité. Donc, le chef de gang, il est sur ses gardes. Il a des hommes voilà, qui le servent. C'est une autorité, il incarne l'autorité. Mais en même temps,
il sait qu'un jour, il va être assassiné et il va être assassiné par ses proches. Parce qu'il aura fait quelque chose, il n'aura pas donné quelque chose, il se sera comporté de telle manière qui aura déplu ou tout simplement parce que quelqu'un va venir être chef de gang. Voilà, qui souhaite occuper ce poste qui est quand même un très grand poste où il y a énormément de privilèges. Donc c'est tout ça et de fait, c'est comme ça, tout le monde le sait. Et le chef de gang est assassiné soit par ses hommes ou bien il décède dans des échanges avec la police ou avec un autre gang parce qu'il y a beaucoup d'affrontements intergangs. Absolument. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place, ainsi de suite. Et j'ai l'impression, toujours en lisant Les Villages de Dieu, que les gangsters, même quand ils gagnent beaucoup d'argent dans des exactions, ils ne jouissent pas de cet argent correctement. Ils sont prisonniers un petit peu de leur quartier. Ils n'ont pas la liberté totale d'habiter la ville comme un citoyen honnête le ferait. Non, ils sont confinés dans ces quartiers-là et ils désirent ça aussi, rester dans ces quartiers. Parce que c'est quand même des rapports de domination, des rapports entre dominants et dominés. Ils dominent les gens de ce quartier-là. Il fait prélever des taxes, on le connaît, on le vénère et souvent il s'avère qu'ils sont vus comme des Robins des Bois aussi, on ne va pas l'ignorer. Ce sont des gens qui distribuent... qui kidnappent des camions de marchandises qui distribuent les butins dont ils arrivent à s'approprier. Donc, ils sont prophètes dans leur quartier. Voilà. Mesdames et messieurs, je reçois donc une prophète sur ce plateau, Emily Prophète, Les Villages de Dieu. Nous allons continuer à marcher ensemble dans les quartiers les plus difficiles de la République. Respirez, mesdames et messieurs, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, de retour après cette courte pause, je rappelle que vous suivez l'émission Délivrez-vous et sur ce plateau, une invitée que vous adorez, une écrivaine fulgurante, Emily Prophète, qui publie chez Mémoire d'un crier, parce que là encore, il faut le dire, d'Emily Prophète, c'est une femme de fidélité éditoriale. Rodney Saint-Éloi, on te salue. Pierrot était mort. La nouvelle avait vite fait le tour de la cité. Les gens convergeaient vers l'entrée, non loin de l'arcade, pour aller voir le corps, le photographier, commenter la mort de ce tout jeune homme. Il était membre d'un gang, ça devait finir comme ça. C'est bien fait pour lui. Il en a tué aussi des gens. Sa pauvre maman ne va pas s'en remettre. Au fond, si elle avait confié sa vie au Seigneur, si elle avait bien prié, il n'aurait pas fini comme ça. Là, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans ce court extrait. Déjà, Pierrot, c'est pour ça qu'on déconseille aux jeunes qui nous regardent maintenant, très cher Emily, dans les quartiers difficiles, ne sombrez pas dans les gangs, n'intégrez pas de gangs, mais comme Pierrot, c'est la mort qui vous attend au bout du prochain virage. J'ai compris ça comme message aussi en lisant ce livre. C'est un appel pour dire aux jeunes qui habitent Martissan, Grand Ravine, je ne sais plus dans quel quartier difficile où vous habitez, ne sombrez pas dans les gangs, ne signez pas votre arrêt de mort et votre ostracisation. Alors la maman quand même de ce Pierrot, c'est quand même une fervente chrétienne. Et Dieu encore revient. La plupart des gangsters on va dire, ont des parents très zélés. Est-ce que Dieu a raté son travail sur certaines âmes dans les quartiers difficiles? Ah oui, totalement. Ils ont mal intégré
je sais pas comment servir Dieu, Ouais. comment... Et déjà, voilà, ce serait une trop grosse discussion d'expliquer comment les cultes réformés ont intégré ces villages. Et voilà, ça a fait beaucoup plus de mal, à mon avis, que de bien. Donc il y a ça, et il y a la maman de Pierrot, il y a la misère dans cela aussi, parce que la misère nous fait que certaines personnes en arrivent à des comportements qui sont extrêmement malheureux. Et il faut comprendre cela aussi, d'où vient cette violence. Parce que nous parlons de gens qui n'ont jamais existé. Nous parlons de gens qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais compté. Ouais. Donc Pierrot, dont la maman est bonne à tout faire, elle a un jour de congé, elle n'a pas suffisamment d'argent. Voilà, il y a les enfants qui sont là, dans ces quartiers-là, elle sert Dieu, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. Et sûrement, ce sont les membres de ces gangs, ce sont des petits garçons qui ont beaucoup été à l'église et qui un jour, voilà, ont succombé à l'appel des gangs. Parce que l'exercice du pouvoir peut être grisant. Avoir une arme, faire la loi, imposer sa loi, ça peut être grisant aussi. Donc on imagine cela. Donc voilà, faire partie de... Et je pense que dans le livre, quelque part, et c'est dit aussi, je ne me souviens plus par qui, voilà, ça devient souvent, dans ces quartiers pauvres, un rêve. Pour les tout jeunes, de faire partie d'un gang. Et comme ça, on a sûrement l'argent, on a les filles, on ne meurt pas de faim et on peut terroriser d'autres personnes. Et ça, c'est tellement triste. Tu as un premier gangster qui s'appelle Freddy. Freddy, on a une blague sur Freddy dans le roman. Il y a une voisine qui dit « Freddy, mon cher !» Après, Freddy est assassiné par son adjoint jusqu'à Cannibal 2.0. Moi, je suis amoureux de son nom de gangster. Et justement, on en parlait une fois hors caméra. Les gangsters, des fois, ont des noms qui sont un petit peu poétiques. Hein. Ah oui, toujours. Mine de rien. Toujours. Non, ils ont des noms, mais vraiment qui font rêver des fois. Ouais. On se dit, mais où est-ce qu'ils vont chercher cela? Ouais. Et là, il y a un gangster, mais absolument, on va dire, magnifique dans ce qu'il est, qui s'appelle Jules César. Jules César. Et là, c'est qui regarde tout ce beau monde et qui se dit, mais de toute façon, il va mourir. Donc, il y a Jules César, il y a Patience, qui est une première dame, parce que la compagne du chef de gang est comme une première dame. Et puis, elle s'accordait beaucoup d'autorité. Elle rassemblait des jeunes femmes dans le quartier, comme le ferait une vraie première dame, quoi. Voilà, elle convoquait les femmes vaillantes. Ouais. Et Cécé a été convoqué une fois et Cécé ne se sentait aucune vaillance. Aucune vaillance particulière. Et c'est toute la dérision de Célia qui la regarde avec pitié et qui ne s'exprime pas tout haut et qui la trouve extrêmement bête. Et Cécé qui dit, mais écoutez, moi je ne me suis jamais senti aucune vaillance, mais je ne pouvais pas refuser l'invitation. Ouais. Donc voilà, Cécé a ce regard-là qui vous montre les gens comme ils sont réellement, au-delà des apparences, au-delà peut-être de ce pourquoi ils se prennent, voilà, pour des durs, etc. Et Cécé les voit dans leur humanité, dans leur faiblesse, dans leur bêtise surtout. Ouais. Et puis même sur elle-même, Cécile a des points de vue assez tranchés. Même à elle-même, elle refuse des cadeaux. Elle estime qu'elle n'a pas le meilleur physique du monde. Elle estime qu'elle n'est pas une très belle femme. Et puis, j'ai senti dans ce passage-là, comme Cécile est quand même une prostituée aussi, on va le dire. Oui. J'ai senti qu'elle aurait souhaité être plus aboutie esthétiquement pour mieux exercer son métier de prostituée. Oui, elle n'avait pas beaucoup de clients. Cécile pense qu'elle aurait plus d'argent, plus de clients, si elle était mieux faite, mieux foutue pour parler. Donc voilà, Cécé est extrêmement lucide. Elle dit ça d'elle-même. Elle dit ça d'elle-même, donc elle fait un portrait d'elle-même qui n'est pas très flatteur. Et elle regarde Patience qu'elle trouve très bête, la femme très jolie pourtant, qui sent très bon. Elle regarde Jules César qui a une histoire extraordinaire. Il est passé par l'université.
il a commis un crime et il est arrivé dans ce quartier précaire pour se protéger, pour fuir la police. Et voilà, et on apprend que la radio a parlé de Jules César. Tenez, tiens, c'est une célébrité. La radio, on parle de lui à la radio, on l'intègre dans le gang et il devient chef de gang. Donc, c'est un regard général sur les quartiers populaires, sur la manière dont les gens se perçoivent, comment ils sont voilà, dans cette république-là, et voilà, sur leur devenir aussi. Les écoles borlettes, le ramassage des ordures qui n'est pas fait, les arcades, les entrées, parce qu'à un certain moment, les gens ils se disent, écoutez, allons nous donner une forme d'identité, allons donner un nom à ce lieu qui est une cité sauvage, une cité précaire. Où tu n'as pas d'adresse un petit peu quand tu habites à l'intérieur. C'est des corridors et tout le tralala. Voilà, et aussi avec Fredo, on apprend que l'étranger n'est peut-être pas tu vois, dans l'imaginaire des gens, l'étranger est ce lieu idyllique où chacun trouve du travail, où chacun trouve sa place. Permets que je parle de Fredo qui est mon amour. J'aime beaucoup ce personnage qui s'appelle Fredo, c'est l'oncle de Cécile. Voilà, Fredo est déporté, il arrive en Haïti, il est totalement démuni. Il n'a même pas une histoire à raconter. C'est quelqu'un qui a erré à l'étranger jusqu'à ce qu'il soit rapatrié, déporté, comme on dit, mais sans histoire. Vraiment un alcoolique qui arrive et qui ne parle pas, mais qui porte toute cette douleur, tout ce voyage, tout ce ratage. Parce que Fredo, c'est un ratage et c'est un mauvais message pour tous ces gens qui rêvent de partir. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai? Et puis, vu la déchéance de Fredo aussi, moi, j'ai cherché à interpréter un autre message pour les jeunes qui nous regardent de là maintenant. Ne sombrez pas dans l'alcool. Fredo, il buvait tous les jours et il était désespéré. Donc, une personne qui se saoule tous les jours... il ne faut pas être moraliste. Voilà, il faut comprendre Fredo parce que là, il est réfugié dans quelque chose. Voilà, il boit pour ne pas parler, pour se refuser à la réalité. À la réalité, voilà. Et quand sa mère meurt, il pleure en criant « maman » et on lui dit l'affaire, les bandits vont entendre parce que la grand-mère, elle meurt, voilà, après une nuit infernale où deux gangs s'affrontaient. Elle meurt d'une crise cardiaque. Et c'est le début du livre. Et Cécile devient adulte tout à coup. Voilà, parce que sa grand-mère qui l'a élevée est décédée et là, elle doit vivre. Elle doit vivre, mais elle a la responsabilité aussi d'un oncle, le fils de sa grand-mère, qui est arrivé des États-Unis comme une loque et elle doit s'occuper de son oncle. Elle pense qu'elle le doit à sa grand-mère. Et là, c'est une histoire d'amour absolument incroyable de cette jeune fille, de cette toute jeune fille qui s'occupe d'un oncle en se prostituant et en devenant influenceuse. Ouais, mais elle a aussi une non-relation avec l'oncle. Ils ne se parlent presque jamais. Sauf que l'oncle sait que sa nièce a des responsabilités envers lui. Pardon. Voilà, sa nièce a d'énormes responsabilités envers lui. C'est elle qui lui donne à manger. D'ailleurs, si elle ne lui donnait pas à manger, il mourrait. Mais il est tout est dans le ténu. Voilà, cette relation très affectueuse où Cécile se sent obligée. Obligée, donc elle affronte la vie, elle affronte tout et elle devient influenceuse parce qu'elle poste sur ses réseaux personnels, les réseaux sociaux connus, Facebook, Instagram particulièrement, des photos de cadavres. Parce que nous aimons sur les réseaux sociaux tout ce qui est choquant. Voilà, il suffit qu'on dise du mal de quelqu'un, que quelqu'un se mette à dire du mal de quelqu'un d'autre ou d'une catégorie de personnes. Et là, cette personne devient tout de suite populaire parce que le mal le mal se vend bien. Voilà, la violence se vend bien sur les réseaux sociaux. Donc, elle poste des photos de cadavres, elle poste toutes sortes de photos. Et là, elle a des gens, elle a des suiveurs, comme on dit. Et elle devient influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle fait des publicités pour des produits. Elle va trouver un travail. Elle va trouver un travail. Mais ce qui m'a surpris justement
les capacités de négociation de CC pour une personne ayant cette trajectoire de vie et cette trajectoire économique aussi, je m'attendais à ce qu'elle soit en incapacité discursive pour négocier. Mais elle négocie, on lui dit on te donne 25 000 ou je ne sais plus. Elle double rapidement. 50 000 tout de suite. Mais CC, c'est un miracle. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a énormément de CC aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire des gens avec les yeux et l'esprit ouverts. Voilà, qui savent, qui ont une conscience très très éveillée de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont et de ce qui se passe. Donc voilà, CC, elle se prostitue pour manger, etc. Et un jour, elle fait parler des femmes avec son petit téléphone portable qu'elle a eu en se prostituant. Avec le fameux Fénelon, justement. Avec le fameux Fénelon, voilà. Et CC, quand Fénelon est en train de mourir, et CC, après cette aventure avec Fénelon, elle se sent mal quand même. Elle a envie d'aller mettre le feu chez Fénelon. Donc voilà, c'est cette jeune fille-là, totalement consciente voilà, de ce vieux qu'il appelle princesse avec plein de haine. Fénelon est particulier comme personnage aussi. Je pense que lui, dans le livre, il dit que les gens sont toujours plus que ce qu'on voit. Voilà, les gens sont toujours plus qu'on... Tu vois, c'est un vieux dégueulasse. C'est un vieux... Voilà. Visiblement, tu as beaucoup de respect pour lui. C'est un suborneur, un vieux dégueulasse. Et voilà, et CC arrive à lui prendre de l'argent et elle achète un téléphone et sa vie démarre, on va dire, avec ce téléphone dont elle ne peut même pas recharger la batterie. Mais ce qui se passe, Emily, Fénelon est un dégueulasse, mais tu nous le présentes, ça m'attriste aussi pour lui. Il s'est mis à pleurer, il ne pouvait pas avoir une érection. Moi j'étais triste pour lui un petit peu, je me suis dit putain mais dégueulasse, qu'il n'arrive même pas à avoir une érection. Mais c'est parce qu'il se trompe sur un certain nombre de choses, sur son âge notamment. Donc voilà, CC lui prend quand même l'argent, elle achète un téléphone et elle va charger ce téléphone chez d'autres personnes, dont chez le pasteur. Et voilà, avec ce téléphone, elle interroge des femmes de la cité qui parlent d'elles-mêmes, de leur vie, dont une certaine Soline. Soline qui ressuscite un fait historique, un fait d'actualité qui date de quart de siècle, quand un bateau faisant le trajet Port-au-Prince-Jérémie fait naufrage, le Neptune, extraordinaire, il y a plein de gens qui y décèdent. Soline parle de cette histoire et elle interroge d'autres femmes, elle poste les vidéos et les gens aiment ce qu'elle poste. Elle commence à avoir des followers et voilà, et elle poste des cadavres aussi. Et il y a une femme qui l'appelle, qui lui dit, écoutez, il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des produits dont je voudrais que vous fassiez voir sur vos réseaux. Donc, CC lui demande de l'argent. Et là aussi, il y a un clin d'œil à un autre problème, pour un autre problème et qui est notre problème, la question de couleur en Haïti. On n'en parle pas, mais il existe. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Donc, CC doit vendre des produits qui permettent aux femmes, particulièrement, de changer la couleur de leur peau. Et elle demande à cette jeune femme, Claire de Pau, qui lui demande de vendre ces produits, est-ce que vous les utilisez? Donc, c'est tout ce dont nous rêvons. Voilà, on ne sort pas indemne de ce livre. Moi, je parle de ce livre avec énormément de recul parce que j'ai commencé à l'écrire et à un certain moment, j'ai eu l'impression d'être dépassé, que j'avais perdu le contrôle du livre. C'était des moments d'extrême jubilation où moi, j'étais très, très étonné par les personnages, par la manière dont l'histoire se déroulait. Pas comme quitter histoire beauté, mais ça n'existe pas. Sinon, le livre, il n'est pas bon. Mais voilà, j'étais dans cette jubilation, voilà, qui vous dit, écoutez, là, vous avancez, vous êtes dans quelque chose qui va rencontrer d'autres personnes. Et effectivement, c'est arrivé. Le jour où Daniel Laferrière a lu ce livre, il s'est passé quelque chose. Daniel Laferrière, en effet, qui adore ce livre et qui en a parlé. C'est quand même Les Villages de Dieu, c'est quand même resté en tête des ventes
à Montréal Pendant près de et 3 mois. pendant près de 3 mois. Et je marchais justement comme ça à Montréal devant une librairie et je vois qu'est-ce qu'on met en avant, les villages de Dieu. Voilà, c'était dans toutes les Alors, vitrines. toutes les vitrines, c'est un livre vraiment absolument à lire. Mesdames et messieurs, respirez, il y a encore d'autres personnages à découvrir dans ce livre, Les villages de Dieu. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Justin, c'était le nom de baptême de Cannibale 2.0, avait été tué alors qu'il était aux toilettes. Il était vigilant. Aucune personne armée ne pouvait s'approcher de lui. Il savait comment il finirait, comme Joël, comme Freddy et tant d'autres avant eux. Il se protégeait. Il imaginait tous les scénarios qui pouvaient conduire à sa perte. Il n'avait confiance en personne. Il partageait bien les différents butins avec ses camarades, mais ils avaient besoin de plus que cela. Même la police semblait les avoir oubliés. Ils avaient tous pu écouter Dread Bob à la radio alors que leur chef se morfondait. On racontait que Jules César avait déchargé son arme à travers la porte des toilettes. Il était de mèche avec le Dreadlocks, qui était l'un des rares à pouvoir approcher Cannibale 2.0. Quand les autres avaient compris ce qui se passait, ils étaient arrivés avec leur gros rire, leur sueur, leur cruauté, leur ras-le-bol et avaient déchargé à tour de rôle leurs armes sur la porte des chiottes. La photo du roi, arraché violemment de son trône, avait circulé. Le corps troué, la tête démolie, les photos de cadavres étaient toujours repoussantes. Quand il s'agissait de morts violentes, d'assassinats, elles forçaient à la réflexion sur la nature des êtres humains, sur le rôle de l'État et de la justice. J'en avais vu des cadavres dans ma vie. Celui de ma grand-mère, à côté de moi dans le lit, des corps dévorés par les chiens, des cadavres de jeunes personnes en si bon état que j'avais des doutes sincères quant à leur statut de mort, des cadavres décapités, brûlés, des nouveau-nés que leur mère avait jetés dans les bennes à ordures, dans des lits de ravines parce qu'elles ne pouvaient pas s'en occuper, parce qu'elles avaient peur de la réaction des parents, des membres de leur église et dont des animaux s'étaient repus. Le cadavre de mon ami Pierrot, mais l'homme transformé en passoire, le pantalon baissé, le cul plein de merde, les morceaux du bol des toilettes explosés sous les balles autour de lui et sur son corps, je n'avais jamais vu ça. Une telle humiliation dans la défaite me touchait beaucoup. Une humiliation dans la défaite. Et c'est vrai que tu refuses de porter la casquette de la femme moraliste. Mais moi, en lisant cet extrait, je me suis dit, moi, si j'ai 17 ans, je lis ça, je n'intègre pas un gang. Si ça peut m'arriver en intégrant un gang, non, je me retire de tout ça. Et que les jeunes qui nous regardent là maintenant, qui habitent des quartiers difficiles, lisent absolument les villages de Dieu et n'intégrez pas de gang. N'écoutez pas l'appel des armes. Parce que le Cannibale 2.0 aussi, il est un amoureux. Il est un bandit amoureux, mais attention, c'est un amour particulier, bizarre. Voilà, il était à la tête du complot qui a tué son prédécesseur. Et son prédécesseur avait une très belle compagne, une femme qui sentait très bon, qui s'appelle Patience. Mais quel Et nom, là, et là, quand le chef meurt, son successeur est aussi son héritier. Sauf que Patience n'a jamais voulu de lui. Patience, elle aimait son Joël. Ouais. Et là, Patience
un jour, elle se sauve et voilà, et Cannibal 2.0 tombe dans une forme de désespoir qui énerve ces hommes parce que Cannibal 2.0 n'est plus un dur, c'est un homme amoureux qui cherche sa belle et qui tombe dans des traquenards, qui se fait piéger par des petits escrocs qui lui ont dit avoir vu Patience et là il paye, il fait des descentes dans des maisons de particuliers et il ne trouve pas Patience. Donc Cannibal 2.0 devient un peu la risée de ces hommes jusqu'à ce qu'on l'assassine. Et c'est Jules César qui s'est occupé de ça. Qui s'est occupé de ça et qui devient le chef de gang. Ouais. Et voilà, c'est ça le scénario. Mais Pierrot, malheureusement, va mourir dans les mêmes circonstances parce que quand Cannibal 2.0 il se fâche, il va assassiner Pierrot qui avait la charge de garder Patience. Pierrot, Cannibal, Patience, c'était la prisonnière de Joël. Voilà, et elle avait demandé à réfléchir avant de devenir la maîtresse du nouveau chef de gang. Voilà, elle a réfléchi et un soir, Cannibal 2.0 lui a dit, écoutez, ça suffit là, la réflexion. J'arrive et on fait les choses. Et là, et elle veut se sauver, c'est Pierrot qui est de garde. Il laisse partir Patience. Il laisse partir Patience et Cannibal 2.0 tue Pierrot. Et ça soulève la colère de certains de ces hommes, notamment Jules César, qui aimait beaucoup Pierrot et qui va voir Cécé pour lui dire que dans quelles circonstances le petit Pierrot, c'est le petit, est décédé et Cannibal 2.0 pleure. Et c'est ce qui dit, voilà, je suis en train de voir un bandit pleurer. Donc, et quand Patience apprend la mort de Pierrot, et là encore les réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément de place pour les réseaux sociaux. Facebook est très là. Twitter. Et là, elle poste la petite chanson que nous connaissions tous enfants, Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Montre-moi. Donnez-moi ta plume pour écrire un mot. Voilà. Ma chandelle est morte. Tu sais qu'Emily, avant, je ne connaissais pas vraiment les paroles. J'étais enfant, moi j'étais au clair de la lune. C'est en lisant le livre que j'ai compris, c'est ma chandelle est morte. Et puis quoi d'autre il y a après là? Ma chandelle est morte, veux-tu me passer quelque chose Les enfants connaissent en général cette chanson, elle est chantée à la petite école tout le temps. Donc voilà, et Jules César devient chef de gang. Voilà, et puis il y a quelqu'un que j'adore aussi dans ce roman, c'est le directeur de l'école de la zone. Tu as dit quelque chose de lui qui est magnifique. Monsieur Jean-Claude, il enferme les gens dans la première idée qu'il a d'eux. S'il t'a connu, jeune à 10 ans, il te voit 50 ans après, tu as toujours 10 ans. Et monsieur Jean-Claude ne parle que français. Que français. Voilà. Et là... Et là, il voit ses signes, tu salues ta grand-mère. Hein? Dans sa tête, la grand-mère est toujours vivante. Voilà, il ne parle que français, c'est un directeur d'école. Et là, il n'a pas de conversation avec les gens. Puisque les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Et là, ils sont là, pétrifiés devant monsieur Jean-Claude, qui fait de grandes envolées oratoires. Mais en même temps, il n'est pas snob, il me semble. J'ai l'impression qu'il aime parler français. Je n'ai pas l'impression qu'il soit un snob. Mais j'ai l'impression qu'il se dit, moi je suis directeur d'école. Il est directeur d'école, mais c'est bon pour son école. Voilà, c'est tout un marketing qu'il y a autour. Donc le directeur de l'école, il parle français, il mange à l'œil chez la grand-mère de Cécé, il passe la voir et il mange, il ne paye pas. Donc, mais c'est le directeur de l'école et Cécé qui est une assez mauvaise élève à l'école. D'ailleurs, elle va à l'école très tard. Sa grand-mère ne voulait pas qu'elle aille à l'école parce qu'elle a perdu sa première fille. Elle pense que c'est la mauvaise influence de ses camarades de classe. Donc, une fois, elle tombe sur une conversation entre Cécé et une fille à tout faire qui avait chez elle. Et là, elle comprend que Cécé, ce n'est pas la petite fille qu'elle imaginait. C'est ses conjurés. Ah, c'est ses conjurés, tu vois. Et là, elle va inscrire Cécé à l'école. Donc, voilà, c'est là qu'on commence à découvrir Cécé. Et c'est là qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ce roman. C'est aussi un roman qui fait rire, qui amuse. C'est quand Cécé va insulter cette dame à tout faire, Cécé va la têter de pute à un moment. Et la grand-mère qui dit, en effet... C'est
c'est de ta faute. C'est de ta faute parce que t'es quand même une pute. Vraiment. Et quand Cécé elle tombe, voilà, la grand-mère décède, et Cécé, elle doit se prostituer pour manger. Ouais, et elle ouais. pense à cette dame qu'elle avait insultée. Ouais. Et voilà. C'est Et très touchant comme moment, elle a été la voix. elle a été la dans l'autre voix, cité où tu elle vois. habitait. Et c'est ce même Fénelon avec lequel Cécé se prostitue. Cette dame-là, Cécé l'avait dénoncée parce qu'elle Ouais. l'avait vue avec Fénelon. Et Cécé est prise de remords. Et Ouais. Cécé va à sa recherche. Ouais, ouais, parce que Cécé estime qu'elle avait jugé trop rapidement. Mais en parlant Exactement. d'études, j'ai l'impression que Cécé n'est pas très porté vers les études. Cécé pas aimé l'école. En fait, Cécé n'a jamais été dans des conditions pour apprendre. Déjà, elle va à l'école très tard. Et sa grand-mère qui lui fait quoi? Voilà, ta mère, elle a été détournée du bon chemin à l'école. Parce qu'elle a été à l'école. Parce qu'elle a été à l'école. Donc, Cécé ne voit pas trop l'importance d'aller à l'école. Elle a compris la douleur de sa grand-mère quand elle avait dû l'inscrire à l'école. Et Cécé est dans une école, mon Dieu, qui n'est pas vraiment une école. L'école de Jean-Claude n'est pas vraiment une école parce que Cécé n'arrive pas à franchir les étapes jusqu'à ce que sa grand-mère comprenne qu'il faut qu'elle lui paye des leçons. Ouais. Voilà, ceux qui passent en classe supérieure sont ceux qui reçoivent des Ouais. leçons du professeur. Et il y a cette réalité au sein de beaucoup d'écoles primaires en Haïti. Voilà. Hein. Si tu veux que ton enfant progresse, Voilà. tu dois payer pour des cours particuliers. Voilà. Sinon, tu as l'impression que le prof va noyer. Voilà, lui-même l'élève, Cécé quoi. passe plusieurs années dans les classes jusqu'à ce que sa grand-mère comprenne qu'elle devait payer un supplément pour que Cécé puisse voilà, Passer en avoir, classe supérieure, passer quoi. en classe supérieure. Et là, Cécé, elle va au secondaire dans une école qui n'est pas meilleure que la première école. Et là, voilà, sa grand-mère décède. Ouais. Alors, elle se dit, bon, tant qu'à faire, laissons tomber parce qu'elle n'avait plus les moyens de payer. Se dit, bon, c'était pour grand-mère que j'y allais. De toute façon, elle n'est plus là. Voilà, elle est je plus passe à là. autre chose. Voilà. Mais c'est Facebook qui a un petit peu remplacé l'école dans la vie de Cécé. Facebook, Instagram et tout ce qui va avec. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que Cécé voulait la vie des habitants de la cité pour exister. Suis-je trop dur envers elle? Un peu, mais c'est vrai, Cécé, Ouais. elle racontait son quartier, particulièrement les femmes et les crimes. Ouais. Et Cécé devient une influenceuse dans le sens premier du mot. Et Cécé est sollicité par les chefs de gang. Et là, la première rencontre de Cécé avec un des chefs de gang, et parce qu'il y a eu, il y a le gang du quartier Bethléem. de Bethléem, dont Cécé parle, Ouais. comme d'une personne extrêmement violente. Ouais. Et le chef de gang l'appelle, et voilà, elle est convoquée, et tout le monde est inquiet. C'est Fatal le Sauvage, l'autre là, à Bethléem. Oui, Ouais. Fanfan le Sauvage. Fanfan le Sauvage. Et Cécé est convoqué chez Joël. Cécé a très peur. Et Joël y arrive avec patience. Et Joël lui dit, écoutez, vous avez parlé beaucoup plus du chef de trouvé ça gang très drôle de aussi. l'autre quartier. Vous avez beaucoup plus parlé de lui que de moi. Et Cécé est toute penaude. Oui, c'était pour dire du mal de lui, pour dire comment il était violent. Et Joël lui dit, et moi, je ne suis pas Je ne suis violent. pas violent. J'aimerais que les gens qui regardent cette émission comprennent à quel point c'est ubuesque. C'est ubuesque. C'est un chef de totalement. gang qui dit tu dois aussi parler de moi, je suis aussi méchant. Je suis même plus méchant. Et moi, je suis un enfant de cœur. Pourquoi toi, tu ne parles pas de moi? Et c'est obligé, Ouais. mais obligé de parler Du chef de gang. Qui s'appelle Et- Joël Patience, à la charge de surveiller Voilà, les publications de Cécé. Cécé. Donc il faut absolument qu'elle dise quelque chose parce qu'il me semble que les gangsters ont aussi besoin de cette existence numérique. J'ai l'impression que c'est la seule façon qu'ils ont, eux, de se faire accepter socialement. Voilà, ils ont besoin de cette existence numérique. Ils ont besoin d'être présentés comme des méchants, mais aussi comme des gens qui redistribuent ce qu'ils volent.
Ce qu'ils veulent, et c'est le cas de tous. Parce que quand ils deviennent chefs de gang, ils ont presque un programme politique. C'est-à-dire, je vais donner à manger à tout le monde. Il y aura désormais un plat chaud pour chaque enfant et patience qui rassemble les femmes vaillantes de la cité de la puissance divine. Donc, il y a un programme politique qui ne dit pas son nom derrière. Donc, et à chaque fois qu'un chef de gang remplace un autre, il dit, écoutez, moi, vraiment, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça et voilà, je vais vous protéger, je vais vous donner ci, je vais vous donner ça. Donc, et des fois, c'est vous protéger contre la police, il me semble. Voilà. Mais fait intéressant, il y a des policiers, très cher Emily, qui habitent dans ces quartiers précaires, ah oui, dans ces quartiers gangrénés de gangs. Beaucoup. Et tu dis, s'il y a des descentes de police, il y a peut-être un policier à l'intérieur qui va alerter les... Oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà, et Cécile, elle est aussi prise au piège. C'est-à-dire, elle a beaucoup de gens qui la suivent sur les médias sociaux, et là, les chefs de gang exigent d'elle qu'elle dise du bien d'eux, qu'elle parle d'eux. C'est un chef de gang qui a besoin de likes. Voilà. Parce qu'après, ils ont des comptes Twitter et Facebook aussi. Ah, ben, et ça, c'est vrai pour l'instant. Ah, ouais, ils ont des comptes et tout. Ils publient des choses et tout le tralala. Complètement. J'ai eu l'impression, en lisant les villages de Dieu également, que chaque village de Dieu était une république à l'intérieur de la République. Voilà, totalement. Ce sont des quartiers, d'ailleurs c'est écrit dans le livre, où la République, devant les portails de ces quartiers, la République s'arrête. La République s'arrête parce qu'il y a d'autres lois qui sont en vigueur à l'intérieur de ces quartiers. Et j'apprends des choses tous les jours, même après avoir écrit Les villages de Dieu. Il y a un de ces villages où il y a des cahiers qui sont tenus. C'est comme si vous aviez un casier judiciaire. Vous faites quelque chose et c'est écrit quelque part. Donc, vous récidivez, vous risquez gros. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et il est important de connaître cette mentalité, cette géographie et comment les gens vivent dans ces quartiers. Et puis, il y a aussi des homosexuels aussi quelque part dans ces quartiers. Mais dites-moi où il n'y a pas d'homosexuels. En même temps, ce livre dénonce l'homophobie aussi. Oui, il dénonce l'homophobie parce que voilà, tout le monde est homophobe, mais il y a quand même des homosexuels parmi les homophobes. Absolument. Voilà. Refoulés, rentrés, non assumés, homosexuels en puissance du moins. Complètement, oui. Mais ce qui se passe avec Cécile aussi, jusqu'à la fin du roman, alors elle n'a jamais pu vraiment aimer notre ami Carlos. Moi, c'est ça qui m'a laissé un petit peu triste. Je me suis dit, ah, Carlos, son bon venait. Parce que Carlos venait, il est régulier. 18h30, il arrive. Il a 1000 gourdes. Il donne les 1000 gourdes, il fait son affaire et il part. Et là, c'est ce qu'il dit, mais j'aimerais aussi avoir d'autres clients. C'est ce que Carlos doit comprendre. Mais tu sais, D'Angelo, l'amour n'est pas obligatoire. Ouais. Donc, c'est Carlos qui s'est trompé, ce n'est pas Cécé. Ouais. Tu vois, quand Cécé a commencé à se prostituer, c'était pour manger. Voilà, elle ne cherchait pas un amour. Et justement, Cécé, c'est cette personne moderne qui ne va pas suivre un homme parce qu'il lui promet de lui donner une maison, de la mettre derrière un comptoir de boutique, de faire des enfants, d'avoir une vie régulière. Cécé, c'est cette jeune fille moderne qui se voit autrement, qui a un autre regard sur elle. C'est là qu'elle est une féministe, en effet, comme tu as dit au départ. C'est une femme libre. C'est une femme totalement libre, voilà, qui ne cherche pas ces choses-là. Donc, elle n'a pas besoin d'être mariée ni d'être placée. Donc... J'aime beaucoup la formule, être placée. Donc, elle a pu refuser tout l'or du Pérou pour garder sa liberté, même dans une vie difficile et précaire. Même dans une vie difficile et précaire, déjà, elle a fait des choix. Elle veut rester là pour s'occuper de son oncle. Parce que le problème de Carlos aussi, c'est qu'il ne veut pas de tonton Fredo. Et Cécé ne se voit qu'avec tonton Fredo. Elle a reçu une charge de sa grand-mère quand celle-ci est décédée. C'était tacite. Elle doit s'occuper de tonton Fredo. C'est-à-dire, elle ne peut pas juste larguer tonton Fredo pour suivre ce monsieur qui n'a rien compris. Et Cécé a des relations avec les gangsters. Elle discute avec eux. Mais Cécé n'intègre pas les gangs. Non, Cécé n'intègre pas les gangs. Cécé a cette lucidité. Et justement, c'est ça qu'il faut peut-être donner comme modèle et, voilà, aux jeunes qui nous lisent. C'est-à-dire, Cécé a ce regard, cette lucidité. Elle sait quand vous entrez dans un gang,
votre avenir, voilà, est compromis. C'est-à-dire, votre vie, elle ne peut pas être longue. Parce que vous entrez dans un combat, dans un corps à corps avec d'autres personnes, avec la vie, vous êtes en contradiction avec la loi. Vous tuez, on va vous tuer aussi. Ouais. Parce que à chaque fois, mais ce n'est même pas biblique ce que je dis, à chaque fois que vous commettez un acte, que vous êtes dans une forme de parti pris, il faut vous attendre au retour de bâton. Oui, ouais, il y a toujours une conséquence. Il n'y a pas ça dans la vie, quelqu'un qui gagne tout le temps. On perd. Et Ouais. je pense qu'on doit, tout un chacun, vivre avec cette idée qu'on gagne, mais qu'on perd aussi. Voilà, l'ascension a des limites, mais la chute n'en a pas. Donc c'est pour ça que moi je parle beaucoup de modestie et beaucoup de pudeur. C'est-à-dire on s'attend à tout. On avance et on s'attend à tout. On s'attend à avoir des murs, on s'attend à recevoir des coups de poing. Mais il faut en donner aussi. Ouais. Mais il faut s'attendre à en recevoir. À recevoir. Où est-ce qu'on peut trouver les villages de Dieu, Emily Prophète? Parce que les gens là sont en train de se dire, allez, maintenant on va rencontrer Cécile. En fait, moi j'espère que dans les prochains jours, il y aura un arrivage les villages de Dieu en Haïti, parce que ce qui est arrivé à Montréal est arrivé aussi en Haïti, ce qui est arrivé à Paris est arrivé aussi en Haïti, des ruptures de stock de les villages de Dieu, parce que j'étais à Paris au début du mois de décembre, et je suis allé dans un Fnac, dans une Fnac ou un Fnac, je ne sais plus, et acheter des villages de Dieu. J'en ai demandé 5, on m'a dit, écoutez, il n'y en a que 2. Donc, donc il y a une rupture de stock de les villages de Dieu. Aujourd'hui, on en trouve sur Amazon, mais j'espère que très bientôt, dans les librairies haïtiennes, il y aura à nouveau des exemplaires de les villages de Dieu. Et quel est ton dernier coup de foudre littéraire en date, Emily? Le dernier livre là que tu as lu qui t'a secoué, tout comme les villages de Dieu m'ont secoué? En fait, j'ai lu la semaine dernière, le week-end dernier, un essai sur Jacques-Stéphane Alexis. Il s'appelle Jacques-Stéphane Alexis ou Le voyage de la belle amour humaine, donc qui va être publié très bientôt en Haïti. Et voilà, j'ai été impressionné par le travail de Michel Séonnet. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et, Que tu vas préfacer. Que j'ai préfacé. Voilà. C'est un privilège, un immense privilège que d'avoir pu préfacer ce livre. Et avant Michel Séonnet, parce que je n'ai pas eu de temps ces 6 dernières semaines pour lire véritablement, j'ai lu Houellebecq. J'ai lu le dernier Houellebecq, un peu moins bon que les précédents. Parce que moi, ce que j'aime dans Houellebecq, c'est cette atmosphère totalement noire, cette décadence qui me... il est dark, il est dark. Il est très, très, très dark. Ouais. Et puis avant, je pense que j'ai lu La chambre de Giovanni de James Baldwin, que j'avais beaucoup aimé aussi. La chambre de Giovanni. Donc voilà, j'ai lu, je ne me rappelle plus. Parce ça fait de belles recommandations de lecture déjà. Oui, Merci encore, chère Emily Prophète, d'être venue sur ce plateau. J'imagine qu'on a rendez-vous pour le tout prochain roman. Qu'on attend vivement. Merci encore, très chère Emily. Eh bien, merci de m'avoir invité encore une fois. Les villages de Dieu, mémoire d'Encrier. Merci à toute l'équipe de la télé qui nous a permis de vous présenter les villages de Dieu. Spencer qui a fait pour nous des photos magnifiques. Et Emily, qu'Emily adore, qui gère tout ce qui est lié au maquillage. Alphonse, Gamin, Féquière, Guito. Et comment tu t'appelles déjà, mon frère, qui est derrière la caméra? Clergé. Voilà, j'oublie toujours Clergé. C'est pas ta faute, Clergé, c'est la faute à ma taille. Je fais 1m62, ma mémoire, tu t'imagines, elle est toute petite. Le poisson rouge. C'est un poisson rouge que j'ai comme mémoire. Merci à Jimmy qui fait le montage, les messieurs de la mise en onde, messieurs, dames qui regardaient cette émission dans les quartiers difficiles, surtout les jeunes. Le message est clair, n'intégrez pas de gang. Choisissez la voie des études, du travail, d'un métier pour avoir accès à une vie honorable. Gardons bonheur, si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Dans le monde, il faut bien avoir 2 êtres, des livres et vous.